Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. L'escalade militaire se poursuit. Israël a mené de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et dans plusieurs régions du sud du pays, tout en ordonnant l'évacuation d'une large zone frontalière. Et sur le plan humanitaire, la situation continue de se détériorer avec plus d'1 million de déplacés à travers le pays. Le Liban vit au rythme des menaces israéliennes grandissantes, notamment celle du ministre israélien de la Défense Israël Katz, d'envergure militaire, mais aussi à celle à impact politique de Gideon Sa'ar. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que son pays attend du gouvernement libanais des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques contre Israël depuis le Liban. Selon lui, si l'État libanais ne fait pas face au Hezbollah, il abandonne la souveraineté et l'avenir du Liban à l'Iran. Le chef de la diplomatie israélienne a également accusé Téhéran d'être la principale source d'instabilité dans la région en raison de son soutien à plusieurs groupes armés. Ces déclarations interviennent alors que les tensions restent extrêmement élevées à la frontière entre Israël et le Liban sur fond de frappes israéliennes et d'attaques revendiquées par le Hezbollah. Plusieurs frappes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, déjà largement désertée par ses habitants. Un raid aérien a également touché un appartement dans un immeuble résidentiel à Aramoun, à l'entrée sud de la capitale, faisant une blessée. Depuis le sud du Liban, une frappe a visé un bâtiment dans la région de Saïda, après un avertissement de l'armée israélienne. Parallèlement, l'armée israélienne a émis un nouvel ordre d'évacuation couvrant une vaste partie du sud du Liban, jusqu'à plus de 40 km de la frontière, soit environ 14% du territoire libanais. Depuis le début du conflit le 2 mars, les bombardements israéliens ont fait au moins 886 morts, dont 11 enfants et 38 membres du personnel de santé, selon les autorités libanaises. La guerre a également provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes, soit plus d'1 sixième de la population du pays. À Saïda, principale ville du sud, les centres d'accueil sont désormais saturés. Des familles déplacées dorment dans les voitures ou sur le front de mer, faute de place dans les abris. Dans une école transformée en centre d'accueil, plus de 1100 personnes sont déjà hébergées. Selon les responsables humanitaires, de nouvelles familles continuent d'arriver chaque jour. Sur le plan militaire, Israël affirme mener des opérations terrestres limitées et ciblées contre les positions du Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée israélienne affirme avoir démantelé les infrastructures du mouvement et protégé les populations du nord d'Israël face aux tirs de roquettes. De son côté, le Hezbollah affirme avoir lancé un déluge de roquettes et de drones contre la ville israélienne de Nahariya et revendique également 2 attaques contre les soldats israéliens près des villages frontaliers de Maroun Ras et Meis el-Jabal. Face à l'escalade, plusieurs dirigeants occidentaux ont mis en garde contre une offensive terrestre israélienne de grande ampleur qui pourrait avoir des conséquences humanitaires dévastatrices et prolonger le conflit dans la région. Dans le sud du Liban, des villages chrétiens se retrouvent pris au piège des combats entre Israël et le Hezbollah. Malgré les bombardements et les appels à évacuer, certains habitants refusent de quitter leurs terres, affirmant qu'ils ne prennent part à aucun combat, mais qu'ils payent le prix d'une guerre qui ne n'est pas là. Dans le village chrétien de Ain Ebel, à l'extrême sud du Liban, la guerre se vit entre peur, deuil et attachement à la terre. Dans l'église du village, Souad Jallad serre dans ses mains le portrait de son fils Shadi, tué la semaine dernière. Le jeune homme de 22 ans a été tué avec 2 autres habitants lors d'une frappe de drone israélienne. Il ne voulait pas partir, il est resté et maintenant il est au cimetière, confie sa mère en larmes. Comme dans plusieurs villages chrétiens frontaliers, de nombreux habitants refusent de répondre aux appels à l'évacuation de l'armée israélienne. Ils affirment ne pas être impliqués dans le conflit entre Israël et le Hezbollah. Nous ne combattons personne, explique Souad Jallad. Son fils, dit-elle, réparait simplement une antenne satellite sur un toit, armé seulement d'un tournevis. Autour du village, les bombardements israéliens répondent aux roquettes tirées par le Hezbollah depuis les environs. Depuis la reprise des hostilités début mars, les combattants ont provoqué un exode massif dans le sud du Liban,
avec plus d'1 million de déplacés à travers le pays. Mais à Ain Ebel, Debel ou Rmesh, certains habitants refusent toujours de partir. Nous n'avons pas choisi cette guerre, mais nous avons choisi de rester, affirme le maire de Ain Ebel, Ayoub Khresh. Pour beaucoup, quitter le village pourrait signifier perdre leurs terres, leurs maisons et leur identité. À Rmesh, les habitants se rassemblent autour de convois d'aide humanitaire, tandis que le bourdonnement de drones israéliens continue de résonner au-dessus du village. Dans le cimetière de Ain Ebel, Soad Jallad caresse la tombe fraîche de son fils. Malgré la guerre, elle refuse de partir. « Je resterai ici, qu'il m'enterre avec mon fils », murmure-t-elle. Israël affirme avoir éliminé 2 hauts responsables du régime iranien lors de frappes à Téhéran, dont Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale. Une annonce qui intervient alors que le conflit s'étend dans toute la région et que les tensions autour du détroit stratégique d'Ormuz font flamber les prix des marchés pétroliers. Israël affirme avoir éliminé 2 hauts responsables du régime iranien lors des frappes menées à Téhéran. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé la mort de Ali Larijani, chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, considéré comme l'un des hommes les plus influents du pouvoir. Selon Israël, le général Rolam Reda Soleimani, commandant de la milice du Basij, a également été tué dans ces frappes. La milice du Basij est une force paramilitaire centrale du système iranien, chargée notamment du contrôle idéologique et sécuritaire du pays. Ces frappes interviennent au 18e jour de la guerre, déclenchée le 28 février lorsque des attaques israélo-américaines ont tué le guide suprême iranien Ali Khamenei. Depuis, l'Iran riposte en visant des intérêts américains et israéliens dans toute la région. À Téhéran, les habitants ont passé une nouvelle nuit marquée par d'intenses bombardements. Le conflit s'étend également à d'autres pays du Moyen-Orient. En Irak, plusieurs missiles ont frappé Bagdad, visant notamment des zones où seraient présents des conseillers iraniens. Dans la zone verte, l'ambassade des États-Unis a été la cible de 2 attaques en moins de 24 heures. Dans le Golfe, l'Iran a lancé plus de 1900 missiles et drones contre les Émirats arabes unis depuis le début de la guerre, visant notamment des infrastructures pétrolières et des aéroports. Ces attaques provoquent de fortes tensions sur les marchés. En Asie, les prix du pétrole ont bondi de près de 5%, alors que le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, reste fortement perturbé. Face à l'escalade, les États-Unis tentent de mobiliser leurs alliés pour sécuriser ce passage stratégique. Mais plusieurs partenaires, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie, ont déjà exclu l'envoi de navires militaires. Dans ce contexte, la Chine a annoncé l'envoi d'une aide humanitaire à plusieurs pays touchés par le conflit, dont l'Iran, le Liban et l'Irak, évoquant une grave catastrophe humanitaire dans la région. Israël affirme avoir éliminé 2 figures majeures du pouvoir iranien lors de frappes menées dans la nuit, dont Ali Larijani, considéré comme l'un des dirigeants les plus influents du régime. Une opération qui s'inscrit dans la stratégie iranienne visant à décapiter l'appareil sécuritaire iranien. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé l'élimination de Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien et l'un des principaux responsables du régime. L'Iran n'a pas confirmé la mort de Larijani. Par contre, les comptes officiels sur les réseaux sociaux X et Telegram du chef de la sécurité en Iran ont publié une note manuscrite rendant hommage à des soldats iraniens décédés peu après qu'Israël a annoncé la mort de ce haut dirigeant. Depuis la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué lors des premières frappes israélo-américaines le 28 février, Larijani était considéré comme l'un des principaux visages du pouvoir à Téhéran. Selon des responsables militaires israéliens, il aurait joué un rôle central dans la coordination des attaques iraniennes dans la région, notamment contre Israël et certains pays du Golfe. Toujours selon les autorités israéliennes, le général Rolam Reda Soleimani, commandant de la milice du Basij, a également été tué lors des frappes menées dans la nuit en Iran.
Le général Soleimani a été visé dans une frappe aérienne qui a détruit un quartier général de fortune installé sous une tente utilisée par les dirigeants iraniens pour éviter leur base habituelle ciblée par les bombardements. Selon l'armée israélienne, cette opération s'inscrit dans une campagne visant à affaiblir les structures de commandement et de sécurité iraniennes. Parallèlement, Israël affirme avoir mené une autre frappe en Iran visant Akram al-Ajouri, chef des brigades al-Quds, la branche militaire du djihad islamique palestinien. Ce responsable du mouvement palestinien résiderait habituellement en Iran. Les autorités israéliennes indiquent ne pas disposer pour l'instant d'informations confirmant le résultat de cette attaque. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation en Cisjordanie occupée. Dans un nouveau rapport, le Haut Commissariat aux droits de l'homme affirme que plus de 36 000 Palestiniens ont été déplacés en un an, une situation jugée sans précédent et liée, selon l'organisation, à l'expansion des colonies israéliennes. L'ONU accuse Israël de provoquer un déplacement forcé et massif de Palestiniens en Cisjordanie occupée. Dans un rapport couvrant la période de novembre 2024 à octobre 2025, le Haut Commissariat aux droits de l'homme indique que plus de 36 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leurs habitations, une situation qualifiée d'ampleur inédite. Selon l'organisation, ces déplacements sont directement liés à l'expansion des colonies israéliennes et à la multiplication des violences dans le territoire. Le rapport indique que les autorités israéliennes ont approuvé ou fait progresser près de 37 000 unités de logement dans les colonies de Jérusalem-Est et environ 27 200 autres dans le reste de la Cisjordanie. Aujourd'hui, plus de 500 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, aux côtés d'environ 3 millions de Palestiniens, dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international par les Nations Unies. L'ONU souligne également une augmentation des violences commises par les colons avec 1732 incidents recensés sur une période étudiée. Selon le commissariat, ces violences sont souvent coordonnées et largement impunies. L'organisation met en garde contre une possible politique de transfert forcé de population qui pourrait constituer un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité dans certaines circonstances. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, appelle Israël à cesser immédiatement l'expansion des colonies, à mettre fin aux expulsions forcées et à permettre le retour des Palestiniens déplacés. Et enfin ailleurs que sur les fronts du Moyen-Orient, plus précisément en Afghanistan. Une frappe attribuée au Pakistan a frappé Kaboul, touchant un centre de traitement pour toxicomanes. Les autorités talibanes évoquent un bilan provisoire d'environ 400 morts et plus de 200 blessés, tandis que des témoins décrivent une scène de destruction et de chaos dans les ruines encore fumantes de l'établissement. À Kaboul, les secours continuent de fouiller les décombres d'un centre médical frappé par une attaque aérienne attribuée au Pakistan. L'explosion s'est produite dans le centre de la capitale afghane où plusieurs fortes détonations ont été entendues. Selon Islamabad, l'attaque visait des cibles militaires, mais les autorités talibanes affirment qu'elle a touché un centre de traitement pour toxicomanes, provoquant une catastrophe humanitaire. Le bilan provisoire fait état d'environ 400 morts et 200 blessés. Parmi les survivants, un médecin du centre, Azmat Ali Momdan, raconte la violence de l'explosion. Le toit m'est tombé sur la tête, explique le médecin de 30 ans qui travaille dans l'établissement depuis plus de 2 ans. Blessé à la tête et à la jambe, il raconte avoir perdu connaissance avant de rejoindre la salle des urgences pour porter assistance aux blessés. Selon lui, plusieurs bâtiments du centre ont été entièrement détruits. L'établissement comptait près de 2000 lits, répartis dans différents bâtiments, accueillant des patients souffrant d'addiction à diverses drogues. Sur place, les secours ont dû improviser face à l'ampleur de la catastrophe. Faute de brancard, les victimes ont été transportées dans des couvertures, tandis que des dizaines d'ambulances évacuaient les blessés vers d'autres hôpitaux de la ville. Dans les ruines encore fumantes, des restes humains, des lits médicalisés et des couvertures jonchent le sol. Des infirmiers en état de choc cherchent toujours leurs collègues disparus. Devant l'hôpital, des familles attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches. Certains espèrent encore retrouver un survivant, tandis que d'autres redoutent d'apprendre que leurs proches figurent parmi les victimes de cette nouvelle frappe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.